Je pense vraiment pas qu'ils sont venus ici. On n'y voit rien et... c'est vraiment pas accueillant comme endroit. C'est sûr que s'ils sont passés ici, ils ne se sont pas éternisés. Cet endroit me donne la chair de poule. Où sommes-nous ? On doit être arrivé dans les profondeurs de la montagne, là où aucune personne saine d'esprit ne descendrait. Un endroit rempli de choses sans nom. Laisse-moi tranquille. J'ai vraiment peur ici. Ah, ça va, je plaisante. Il faut chercher une issue. Je ne me sens pas en sécurité ici. J'ai l'impression d'être... D'être observé ? Ouais, c'est ça, exactement. Moi aussi. On a intérêt à vite trouver la sortie. Attendez, taisez-vous un peu. Quoi ? Si c'est encore une de tes blagues... Non, chut, écoute. Du poisson, du Qu'est-ce que c'est ? Ce que nous voulons, c'est du poisson. Je sais pas. Et j'ai pas envie de rester pour le découvrir. Venez, on continue d'avancer, par un bruit. Du poisson, c'est du poisson. Qu'est-ce que c'est sous nos pieds qui craquent comme ça ? J'en sais rien, regarde droit devant toi plutôt que par terre. Oh mon Dieu ! Ce sont des ossements là ! Tais-toi ! La créature va nous repérer. Vous entendez ? Non, j'entends rien. Moi non plus, c'est bien ça qui m'inquiète. Coucou mon trésor. Courez ! Attendez-moi. Il me suit. Tais-toi et cours. Là-bas, je vois une lueur. On a trouvé la sortie, vite. Où est-il ? Il est encore là ? Je crois pas, il est resté dans la grotte. T'en es sûr ? Il doit avoir peur de la lumière. Je l'imagine mal s'aventurer hors de l'obscurité. Mais qu'est-ce que c'était que ça ? Non, j'en sais rien, mais... il m'a foutu la trouille. T'as vu ses yeux ? Et ses dents ? Il avait 6 chicots tout pourris là ! On aurait dit un espèce de gobelin, mais... En plus maigre et encore plus laid. je veux jamais y retourner. Ah, moi non plus. Oh, on n'en aura pas besoin, regardez ici. Des boutons d'or, des traces de pas, et beaucoup. Ça m'étonnerait pas que cela vienne de notre compagnie. Ils sont partis par là-bas, suivez-moi. Je me demande comment ils ont échappé à cette créature. Moi aussi. Qu'est-ce qui a bien pu se passer ? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode des Pages du Milieu. Avec mes acolytes habituels, je suis ravi de vous retrouver pour continuer notre aventure dans le Hobbit. Comment allez-vous, FX et Cyril, depuis le dernier épisode ? Merveilleusement bien, Julien, merveilleusement bien, malgré le fait qu'aujourd'hui on se retrouve dans l'obscurité, dans le noir. Bien sûr, mais tout va très bien pour moi aussi. Sûr que ça va Malgré être tout. un épisode un petit peu plus effrayant. On va avoir chaud aux fesses avec notre ami aux pieds palmés et à la peau douce. On aurait dû séducteur. sortir cet épisode pour Halloween. C'est sûr qu'on va en voir des choses, enfin on va essayer d'en voir dans cette obscurité. Merveilleux si vous vous sentez bien et que vous êtes heureux de vous retrouver, de nous retrouver, car nous sommes heureux de vous retrouver, chers auditeurs. Et avant de reprendre et de plonger dans les tréfonds de la montagne où nous en étions arrivés, je me permets de faire un petit rappel pour vous inviter à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et YouTube également. Vous pouvez vous abonner si vous ne voulez rien rater des prochaines sorties, écrire un commentaire si l'épisode vous a plu, nous laisser une note sur votre plateforme d'écoute, et pour ceux qui souhaiteraient soutenir l'émission, nous avons une page Tipeee sur laquelle vous pouvez nous laisser un don. Et un tout grand merci d'ailleurs à nos généreux tipeurs, récurrents et ponctuels. Grâce à vous, nous produisons ce podcast depuis plus de 3 ans déjà et nous continuons de le faire dans les meilleures conditions. Mille merci à vous tous. Ceci étant dit, sans plus attendre, plongeons-nous dans ce 5e chapitre du Hobbit intitulé « Énigme dans le noir ». Bilbo ouvre les yeux, puis les ferme, les ouvre, les ferme. Il fait tout aussi noir dans les deux cas. Mais alors, où est-il ? Personne aux alentours. Oh, quelle frayeur ! Seul dans cette montagne dont il ne sent que la pierre froide et humide sur laquelle il est étendu. Il se relève lentement, à 4 pattes du moins, et avance à tâtons jusqu'à atteindre la paroi rocheuse du tunnel. Il se dirige d'un côté puis de l'autre, mais ne trouve rien. Aucun signe des gobelins, aucun signe des nains, rien du tout. Sa tête tourne, mais pas de Dafalgan il y a 6000 ans. Et quelle direction prendre ? Il tâtonne, devine, rampe sur une bonne distance et tout à coup, sous ses doigts, il sent quelque chose. Un petit anneau de métal froid gisant sur le sol de la galerie. C'est un tournant dans sa carrière, mais il ne le sait pas encore. Il met l'anneau dans sa poche, presque sans réfléchir. De toute manière, il ne semble d'aucune utilité pour l'instant.
Il s'arrête et pendant un instant s'abandonne au désespoir. Il repense à cul-de-sac, s'imagine cuire du bacon et des œufs chez lui dans sa cuisine. Son ventre lui dit qu'il est grand temps de manger quelque chose, mais cela ne le rend que plus misérable. Que s'est-il passé? Et que faire? Et où sont les gobelins? Après s'être assis un moment, il fouille ses poches pour trouver sa pipe. Elle n'est pas cassée, ce qui est déjà bien. Puis il farfouille dans sa blague à tabac, elle n'est pas vide, ce qui est encore mieux. Il cherche une allumette, mais il n'en a plus, et tous ses espoirs sont anéantis. Enfin, ce n'est peut-être pas plus mal pour éviter d'être repéré. Il trouve sa petite épée qu'il avait complètement oubliée. Il la tire du fourreau, sa lame brille d'un faible éclat. C'est donc aussi une lame elfique. Et les gobelins ne sont pas tellement proches, même s'ils ne sont jamais assez loin. Il est fier de pouvoir manier une épée forgée à Gondolin pendant les guerres contre les gobelins, si souvent chantées dans les chansons. Et son arme a bon effet sur les gobelins qui la voient. Faire demi-tour, très mauvaise idée. Partir de côté, impossible. Aller de l'avant, seule chose à faire. Allons. Il avance alors dans la galerie, le cœur palpitant. Il est dans une fâcheuse posture, mais pas autant que d'autres l'auraient été, car les hobbits sont plus habitués au trou que la normale, bien que ce trou soit moins agréable et aéré qu'un trou de hobbit. Qui plus est, les hobbits se déplacent discrètement, se cachent sans difficulté et encaissent à merveille les chutes et les contusions, et ils ont un fond de sagesse et de judicieux dictons qui restent en grande partie inconnus des hommes, ou qui se sont effacés de leur mémoire il y a bien longtemps. Tout de même, je ne voudrais pas être à la place de Monsieur Bessac, nous dit Papy Tolkien. Le tunnel descend tout droit pendant un certain temps, avec parfois des alcôves sur le côté, qu'il aperçoit à la lumière de son épée ou en tâtant la paroi. Il ne s'en inquiète pas, mais se dépêche de les passer par crainte des gobelins ou de sombres créatures à demi imaginées qui pourraient en sortir. Il n'entend aucun son, hormis un peu d'eau ou des chauves-souris. Il ne sait pas combien de temps il marche ainsi, refusant de faire un pas de plus, sans toutefois oser s'arrêter. Loin, toujours plus loin, jusqu'à ce qu'il devienne mort de fatigue, et plus si possible. Le tunnel semble s'étirer jusqu'à demain, et peut-être même après-demain. Il finit par mettre un pied dans de l'eau glaciale. Il s'arrête net, et se demande ce que c'est. Une source? Une simple flaque d'eau? Son épée luit à peine. Il se tient immobile et tend l'oreille. Du haut d'un plafond invisible, un liquide tombe goutte à goutte dans l'étendue d'eau. Mais il ne semble y avoir aucun autre bruit. C'est donc une mare ou un lac, et non une source, se dit-il. Comme il ne sait pas nager, il ne compte pas aller plus loin, s'imaginant au passage d'horribles créatures visqueuses dans l'eau. Des choses étranges vivent dans les bassins et les lacs au cœur des montagnes. Des poissons dont les ancêtres s'introduisent il y a des éternités et ne ressortent jamais, tandis que leurs yeux grossissent en essayant de percer les ténèbres. Et il existe d'autres créatures, plus visqueuses encore que les poissons. Même dans les galeries et les cavernes creusées par les gobelins vivent des choses dont eux-mêmes ignorent l'existence et qui se glissent de l'extérieur pour se tapir dans l'obscurité. Certaines de ces galeries remontent à des époques bien antérieures aux gobelins, qui se bornent à les élargir et à les relier entre elles, mais leurs premiers habitants demeurent encore dans les recoins, où ils passent leur temps à fureter et à fouiller. Là, dans les profondeurs, au bord de l'eau noire, vit le vieux Gollum, une petite créature visqueuse. Nul ne sait d'où il vient, ni qui il est, ni même ce qu'il est peut-être. C'est Gollum, noir comme les ténèbres, hormis 2 grands yeux ronds qui luisent dans son visage émacié. Il possède une petite barque qu'il fait glisser sur le lac sans le moindre bruit, car c'est bien un lac, vaste, profond et terriblement froid. Il la dirige de ses larges pieds qui pendent de chaque côté sans jamais troubler la surface de l'eau. Jamais. Avec ses yeux luisants, comme des lanternes, il épie les poissons aveugles, qu'il attrape entre ses longs doigts avec une rapidité fulgurante. Il raffole aussi de viande, celle des gobelins lui convient quand il en déniche, mais il veille à ne jamais se faire surprendre. Il se borne à les étrangler par derrière lorsqu'il s'aventure seul près de l'eau tandis qu'il rôde dans les parages. Il s'y risque très rarement, car il pressent que quelque chose de sinistre se cache dans les profondeurs, aux racines même de la montagne. Ils ont atteint le lac jadis en creusant des tunnels et ne peuvent descendre plus bas. La voie reste donc sans issue et ils n'ont nul motif de l'emprunter, à moins que le grand gobelin ne les y contraigne. Parfois, il a une envie d'un peu de poisson du lac, et parfois ni gobelin ni poisson n'en reviennent.
En réalité, Gollum demeure sur un îlot de roches gluantes au cœur du lac. À présent, il observe Bilbo de loin, ses yeux pareils à des longues vues. Bilbo ne l'aperçoit pas, mais Gollum s'interroge beaucoup à son propos, car ce n'est manifestement pas un gobelin. Il grimpe dans sa barque et s'éloigne de son île à la hâte, tandis que Bilbo reste assis au bord de l'eau et du désespoir est profondément bouleversé. Soudain, Gollum apparaît et siffle en un murmure. Ça nous éclabousse, mon trésor. Ça doit être un morceau de choix. Du moins, ça nous ferait une bouchée succulente. Gollum! Et en effet, en disant Gollum, il produit un affreux bruit de déglutition dans sa gorge. C'est de là qu'il tient son nom, même s'il se désigne toujours lui-même en disant « Mon trésor. » Bilbo tressaille violemment quand le sifflement parvient à ses oreilles, et tout à coup, il aperçoit les yeux luminescents fixés sur lui. « Qui êtes-vous » Le hobbit brandit son poignard. Lui, qu'est-ce que c'est, mon trésor? Il se parle toujours à lui-même, n'ayant personne d'autre à qui s'adresser. Il vient juste s'informer, car il n'a pas vraiment faim pour l'instant. Il est seulement curieux. Sinon, il bondit sur sa proie avant et susurre après. « Je suis monsieur Bilbo Bessac. J'ai perdu les nains. J'ai perdu aussi le magicien. Je ne sais plus où je suis et je ne veux pas le savoir. Seulement partir d'ici. » Qu'est-ce qu'il a dans ses mains? Une épée, une lame forgée à Gondoline. Peut-être si vous restez là qu'on causerait un peu avec lui, mon trésor. Il aime les énigmes, peut-être que oui, hein? Il cherche à paraître amical, le temps de se faire une idée plus précise de l'épée et du hobbit, et s'il ferait un bon repas. Quant aux énigmes, c'est la seule chose qui lui traverse l'esprit. Les poser et parfois y répondre est l'unique jeu auquel il se livre, souvenir du temps où il fréquentait d'autres créatures singulières assises dans leurs trous, il y a très, très longtemps, avant de perdre tous ses compagnons et d'être chassé, avant d'avoir rampé, seul, jusque dans les ténèbres sous les montagnes. Très bien, Dit Bilbon. Il veut aussi se faire une idée de ce qu'il a en face, s'il est féroce ou affamé, et si c'est un ami des gobelins. mais vous d'abord. Ainsi, Gollum siffle-t-il. Elle a des racines que personne ne voit. Dépasse tous les arbres du bois. Jamais elle ne cesse de monter. Jamais on ne la voit pousser. Facile, une montagne je suppose. Il devine ça facilement, oui. On veut qu'il se mesure à nous, mon trésor. Si le trésor lui demande et qu'il ne répond pas, on le mange, mon trésor. S'il nous demande et qu'on ne répond pas, alors on fait ce qu'il veut, hein. On lui montre la sortie, oui. D'accord, 30 chevaux blancs sur une colline rouge. D'abord il mâchonne, puis il pilonne, puis aucun ne bouge. C'est tout ce qui lui vient à l'esprit. Car l'idée de manger lui trotte par la tête. Mais c'est plutôt usé en termes d'énigmes, et Gollum connaît la réponse aussi bien que vous. Il ressasse ses vieilles salades. Des dents, mon trésor. Mais on n'en a que 6. Puis, il pose sa deuxième énigme. T'en vois, il crie. Son jambe se lève, son dent, il mord, murmure sans lèvres. Un instant... Ah, le vent, bien sûr, dit-il. Et il est si content d'avoir deviné l'énigme qu'il en invente une sur le champ. Un œil dans un visage bleu vit un œil dans un visage vert. Cet œil-là me ressemble un peu, dit le premier œil, il est similaire. Non pas dans les cieux, mais bien sur la terre. Paix Gollum. Il vit sous terre depuis très très longtemps et n'est plus accoutumé à ce genre de choses. Mais au moment où Bilbo commence à croire que le misérable est incapable de répondre, Gollum voit ressurgir ses souvenirs d'autrefois, des siècles plus tôt, lorsqu'il vivait avec sa grand-mère dans un trou au bord d'une rivière. Ah oui, mon trésor, le soleil sur les marguerites, ça veut dire ça, oui. Mais ces énigmes du monde extérieur, toutes banales qu'elles semblent, sont fatigantes pour lui. Elles lui rappellent aussi l'époque où il était moins solitaire, moins méchant et moins sournois aussi. Et cela l'irrite. De plus, elles lui donnent faim. Il choisit donc, cette fois, quelque chose de plus difficile et de plus déplaisant. Elle ne peut être vue, ni être touchée, ni être entendue, ni même respirer. Elle gît derrière les étoiles et sous les collines, remplit les trous vides sous les racines. Elle vient d'abord et pour finir, termine la vie et tue le rire. Hélas pour Gollum, Bilbo connaît ce genre de devinette. Et de toute manière, la réponse se trouve tout autour de lui. L'obscurité, à moi. Un coffre sans charnière
ni couvercle, ni clé, qui pourtant renferme un trésor doré. Demande-t-il pour gagner du temps, en attendant d'en trouver une qui soit vraiment difficile. Celle-ci lui paraît affreusement facile, même si formulée différemment. Mais elle s'avère une sacrée colle pour Gollum. Il émet quelques sifflements pour lui-même, mais n'offre aucune réponse. Il murmure et crachote. Au bout d'un certain temps, Bilbon s'impatiente. Eh bien, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas une bouilloire qui déborde, comme vous semblez le penser d'après le bruit de votre bouche. Qui nous donne une chance, mon trésor, une toute petite chance. Mais soudain, Gollum se souvient de l'époque où il chapardait dans les nids, et il s'asseyait au bord du fleuve avec sa grand-mère pour lui montrer à gober. Des œufs, c'est ça, oui, des œufs. Et il pose l'énigme suivante. Vivant son souffle mortellement froid, j'amène à soif, toujours il boit, en côte de maille une cliquette pas. Lui aussi se dit que c'est terriblement facile, puisqu'il pense toujours à la réponse. Mais il ne trouve pas mieux à cet instant-là, tant l'énigme des œufs l'a troublé. Cela représente néanmoins un défi pour Bilbo, qui n'aime pas tellement l'eau et s'en approche le moins souvent possible. Je suppose que vous connaissez la réponse, chers auditeurs, bien entendu, ou que vous la devinez facilement, dans le confort de votre foyer, au volant de votre voiture, assis dans votre rame de métro, sans que la menace d'être dévoré puisse gêner votre réflexion. Mais pour Bilbon, c'est un brin plus tendu en ce moment. Assis sur la pierre, il s'éclaircit la voix une fois ou deux, mais il ne peut donner aucune réponse. Au bout d'un moment, Gollum susurre avec délectation. Est-ce qu'il est bon, mon trésor? Est-ce qu'il est juteux? Est-ce qu'il croque bien sous la dent? Il se met à lorgner Bilbon dans les ténèbres. Un petit instant. Je viens de vous donner une très longue chance. Il doit faire vite, vite! Dit Gollum en se hissant hors de sa barque tout près de la rive pour mieux atteindre Bilbon. Mais au moment où il pose dans l'eau l'un de ses longs pieds palmés, un poisson effrayé bondit à la surface et retombe sur les orteils du hobbit. Et c'est alors qu'il devine. Un poisson! Un poisson, c'est la réponse! Gollum est terriblement déçu. Mais Bilbon lui sert de but en blanc une autre énigme. Et Gollum doit retourner dans sa barque pour y réfléchir. 100 jambes posées sur une jambe, 2 jambes assis non loin sur 3 jambes. 4 jambes en reçoit un peu. Le moment n'est pas vraiment bien choisi pour cette devinette, mais Bilbon a hâte d'en finir. Elle aurait sans doute été plus difficile pour Gollum s'il la lui avait posée à un autre moment. Mais dans ces circonstances, puisqu'il est question de poisson, 100 jambes se devinent assez aisément et le reste vient tout seul. Oui, parce que voici la solution à l'énigme que Gollum trouve assez vite. Du poisson sur une petite table, un homme assis à côté sur un tabouret, le chat reçoit des arêtes. Et Gollum se dit qu'il est d'ailleurs temps de demander quelque chose d'un peu plus ardu et angoissant. Voici ce qu'il dit. Cette chose, toute chose dévore, oiseaux, bêtes, arbres, flore. Elle mord l'acier, ronge le fer, réduit la pierre en poussière. Elle tue les rois, sème la ruine, abat montagnes et collines. Assis dans le noir, le pauvre Bilbon passe en revue tous les horribles noms de géants et d'ogres dont il a entendu parler dans les contes. Mais aucun d'entre eux n'a fait toutes ces choses. Sentiment que la réponse est très différente et qu'il devrait la connaître, mais il ne peut mettre le doigt dessus. Il commence à avoir peur, ce qui n'aide pas à la réflexion. Gollum sort à nouveau de sa barque, il plonge dans l'eau clapotante et nage jusqu'à la rive en s'aidant de ses longues extrémités. Et Bilbon voit ses yeux s'approcher. La langue semble lui coller au palais. Il veut crier. « Laissez-moi le temps! Laissez-moi le temps !» Mais tout ce qui sort de sa bouche est un cri soudain. « Le temps! Le temps !» Sauvé par la chance, ou le destin, ou le hasard, et rien d'autre. Car c'est bien sûr la réponse, le temps. Gollum est à nouveau déçu et sent la colère monter en lui. Ce jeu commence à l'agacer. De plus, il lui donne vraiment faim. Cette fois, il ne retourne pas dans sa barque. Il s'assied dans le noir auprès de Bilbon. Le hobbit en est terriblement incommodé et perd toute contenance. Il faut qu'il nous pose une question, mon trésor. Si, une question de plus à deviner, trésor. Mais Bilbon n'arrive tout simplement pas à en dénicher une, avec cette sale créature humide et froide assise à côté de lui qui le presse. Il réfléchit ardemment, sans succès. Rien ne lui vient à l'esprit. Demandez-nous! Bilbo se pince et se gifle. Il serre sa petite épée entre ses doigts. Il fouille même dans sa poche avec son autre main. Il y trouve l'anneau qu'il avait ramassé dans le tunnel et qu'il avait déjà oublié. « Qu'est-ce qu'il y a dans ma poche ?» dit-il tout haut. Il se parle à lui-même, mais Gollum croit qu'il s'agit d'une énigme et est extrêmement perturbé. Pas juste! Ce n'est pas juste, mon trésor, de nous demander ce qu'il a dans ces sales petites poches. C'est mon énigme. Qu'est-ce qu'il y a dans ma poche ? Pas juste. Il doit nous laisser 3 chances, mon trésor. 3 chances. Très bien. Devinez donc. Tes mains. Faux. Dit Bilbon, qui vient heureusement de retirer sa main de sa poche. Essayez encore.
Gollum songe à tout ce qu'il garde dans ses poches à lui. Des arêtes de poisson, des dents de gobelin, des coquilles mouillées, un morceau d'aile de chauve-souris, une pierre effilée pour aiguiser ses crocs et d'autres vilaines choses. Il tente de s'imaginer ce que les autres gardent dans leurs poches. Un couteau! Faux. Dernière chance. Gollum est désormais beaucoup plus pitoyable que lorsque Bilbon lui a posé l'énigme de l'œuf. Il siffle, crache et se balance d'avant en arrière, tape des pieds, gigote et se tortille. Mais il ne peut se résoudre à utiliser sa dernière chance. Allons, j'attends. Bon, le temps est écoulé. Une ficelle, ou rien! Faux et faux. Bilbo, très soulagé, se lève d'un bond, s'adosse contre le mur le plus proche et brandit sa petite épée. Il sait bien sûr que le jeu d'énigmes étant fabuleusement ancien et profondément sacré, même les créatures les plus abjectes n'oseraient tricher à ce jeu. Mais il ne s'attend pas à ce que cette chose visqueuse lui tienne promesse contre son gré. Il trouvera n'importe quelle excuse pour se défiler. Et tout compte fait, cette dernière question n'était pas une énigme à proprement parler, selon les lois anciennes. Mais, du moins, Gollum ne l'attaque pas tout de suite. L'épée du Hobbit retient toute son attention. Il reste assis immobile, tremblant et chuchotant. Enfin, Bilbon s'impatiente. Eh bien, qu'en est-il de votre promesse? Je veux m'en aller. Vous devez me montrer la sortie. C'est ce qu'on lui a dit, Trésor? Montrer la sortie au vilain petit beau sac? Oui, oui. Mais qu'est-ce qu'il a dans ses poches, hein? Pas de ficelle, Trésor, mais pas rien. Oh non, calme! Peu importe. Une promesse est une promesse. Il est fâché, impatient, Trésor. Mais il doit attendre, oui, il doit. On ne peut pas monter dans les galeries si vite. On doit aller chercher des choses, oui. Des choses pour nous aider. Eh bien, faites vite. Soulagé de le voir partir, Bilbon croit que c'est une excuse, que Gollum ne reviendra pas. De quoi parle-t-il? Qu'est-il allé chercher sur le lac noir? Mais il se trompe. Gollum a bel et bien l'intention de revenir. Il est furieux à présent, et surtout, il a faim. C'est une vilaine créature, parfaitement misérable, et son plan est déjà mûr. Non loin sur le lac se trouve son île, dont Bilbon ignore tout. Et là, dans sa cachette, il conserve quelques babioles et un très bel objet, magnifique, merveilleux. Il a un anneau d'or, son trésor. Mon cadeau d'anniversaire, c'est ça qu'on veut. Oui, maintenant, oui, on le veut. Gollum, vous l'avez compris, va chercher son anneau, mais qui n'est pas n'importe quel anneau. Un anneau de pouvoir, qui vous rend invisible si vous le glissez à votre doigt. Impossible alors de vous voir autrement qu'en plein jour, et encore, seulement par votre ombre, qui serait d'ailleurs faible et diffuse. Mon cadeau d'anniversaire, il m'est venu le jour de mon anniversaire, mon trésor. C'est ce qu'il n'a jamais cessé de se répéter. Mais qui sait comment Gollum a obtenu cet objet, au temps jadis où de tels anneaux étaient encore en circulation? Même le maître, le seigneur qui gouvernait ces anneaux, aurait été incapable de le dire. Gollum a longtemps porté cet anneau au début, mais il a fini par l'épuiser. Alors, il l'a gardé dans une bourse, tout contre sa peau. Mais il l'irritait. Et à présent, il le cache habituellement dans une cavité rocheuse de son île, et il s'y rend constamment pour le contempler. Et il le met encore parfois, quand il ne peut plus supporter d'en être séparé, ou lorsqu'il est très, très affamé et qu'il en a assez du poisson. Alors, il rôde dans les sombres galeries à la recherche de gobelins errants. Il peut même s'aventurer en des endroits où les torches brillent, l'aveuglent et lui piquent les yeux, car il n'en a rien à craindre. Oh non, rien du tout. Personne ne le voit, personne ne le remarque, jusqu'à ce que ses doigts vous serrent à la gorge. Aujourd'hui, il a porté son anneau non seulement quelques heures auparavant et attrapé un tout petit gobelin, mais il lui reste encore 1 ou 2 os à ronger, et il veut quelque chose de plus tendre maintenant, oui, de la viande de hobbit bien fraîche. Rien à craindre, non. Il ne nous verra pas. N'est-ce pas, mon trésor? Non, il ne nous verra pas. Et sa sale petite épée sera inutile, oui, assurément. Voilà ce qui se trame dans sa sournoise petite tête lorsqu'il fausse compagnie à Bilbon et clapote jusqu'à sa barque, s'éloignant dans les ténèbres. Bilbon pense bien ne plus jamais le revoir, mais il attend tout de même un moment, car il ne sait comment trouver la sortie tout seul. Tout à coup, il entend un cri déchirant qui lui donne froid dans le dos. Où est-il? Où est-il? Il est perdu, mon trésor, perdu, perdu. Qu'on nous maudisse, qu'on nous écrase, mon trésor est perdu. Qu'y a-t-il? Qu'avez-vous perdu? Il ne doit pas demander, pas ses oignons, non, Gollum, il est perdu, Gollum, Gollum, Gollum. Eh bien, je le suis aussi, et je veux me retrouver. Et j'ai gagné la partie. Et vous avez promis. Alors venez donc, venez et faites-moi sortir. Puis vous continuerez vos recherches. Aussi misérable semble-t-il à ses yeux,
Bilbon ne peut trouver en son cœur beaucoup de pitié pour Gollum, et cet objet qu'il désire tant ne peut guère être bénéfique, se dit-il. Venez donc. Non, pas tout de suite, trésor. On doit le chercher. Il est perdu. Gollum. Mais vous n'avez jamais deviné ce que je vous ai demandé, et vous avez promis. Jamais deviné. Qu'est-ce qu'il a dans ses poches? Dites-le nous. Il faut nous dire d'abord. Bilbon ne voit aucune raison de ne pas le lui dire. Cette fois, Gollum a deviné plus vite que lui. Naturellement, puisque cette chose l'a obsédé pendant un nombre d'années incalculable, et il a toujours craint qu'elle ne lui soit dérobée. Mais Bilbon a assez attendu. Après tout, il a gagné la partie, de manière assez honnête, et en risquant sa peau. Il fallait deviner. Ce n'est pas à moi de vous le dire. Mais ce n'était pas une question légitime, pas une énigme, trésor, non? Eh bien, pour ce qui est des questions, j'ai été le premier à vous en poser une. Qu'avez-vous perdu? Dites-le moi. Qu'est-ce qu'il a dans ses poches? Le sifflement se fait plus fort et plus perçant, et levant les yeux en sa direction, Bilbon constate avec horreur que 2 petits points de lumière le regardent. À mesure que le soupçon envahit son esprit, les yeux de Gollum s'enflamment. Qu'avez-vous perdu? Les yeux de Gollum brûlent maintenant d'un feu verdâtre, et il s'approche rapidement. Il a regagné sa barque, pagayant de toutes ses forces jusqu'à la rive sombre, et le soupçon et la perte cuisante qui lui étreignent le cœur sont tels qu'une épée ne l'effraie plus. Bilbon ne peut deviner ce qui l'a rendu fou, mais il sait que c'en est fait. Cette misérable créature est bien décidée à le tuer. Au dernier moment, il tourne les talons et se précipite à l'aveuglette dans le tunnel sombre par d'où il est descendu, longeant la paroi en s'aidant de sa main gauche. Qu'est-ce qu'il a dans ses poches? Le sifflement se rapproche et il y a un éclaboussement tandis que Gollum saute de sa barque. Qu'ai-je donc en effet? Se demande Bilbon, haletant et trébuchant sur la pierre. Il met la main gauche dans sa poche et tâtonne à l'intérieur. L'anneau lui paraît très froid lorsqu'il se glisse furtivement à son index. Et on va s'arrêter maintenant dans ce début de course-poursuite dans les tréfonds, après avoir fini cette partie sur les énigmes. Oh my god, this part, bro. Rencontre très intense. Hein. On l'attendait évidemment, l'énigme dans le noir, le moment un peu culte du Hobbit, le moment qui a ravi les fans pour le coup dans le film. Hein, c'est une des grandes rencontres. Hein. On a la rencontre avec Smaug évidemment qui arrivera plus tard. Et sinon, l'autre rencontre tant attendue avec une autre créature terrifiante, c'est évidemment celle avec Gollum Sméagol. Ouais. Et c'est moi ce qui me frappe quand même tout de suite. Bon, évidemment, on retrouve Gollum. Alors, je suppose que vous avez entendu qu'on a avec nous la voix française de Gollum pour cet épisode, donc on peut le remercier. Ah bah oui, merci beaucoup, voix française de Gollum, d'être là avec nous. Oh, de rien. mais un Gollum intelligent, un Gollum vif, un Gollum malin, vraiment... un Gollum sournois, en fait. Sournois, mais... Et je rajouterais sexy. Sur sa petite barque. Visqueux. Il est précisé qu'il est visqueux. Il est visqueux et froid. Ça donne envie de plonger avec lui dans le lac noir. De faire un bain de minuit avec Gollum. De s'enlacer tendrement. Moi qui n'ai pas connu l'amour de mes parents, j'aimerais bien parfois me retrouver entre ces longs doigts visqueux. Te plonger dans son regard globuleux. Son regard vert. Enflammé. Mais non, mais malin, parce que franchement, hier, je lisais et les énigmes, en fait, sont vraiment pas simples, quoi. C'est vraiment... Enfin, j'ai essayé d'à chaque fois essayer de trouver des énigmes. Alors, il y a quelques-unes qui sont assez connues, comme celle sur le temps, etc. Ouais. Mais honnêtement, bon, voilà, il faut avoir l'esprit vif et rôder à ça. Et lui, il les trouve comme ça, quoi. Parce que ce ne sont pas des vestiges de sa vie ancienne de Hobbit. Ouais. Il est dit dans le texte carrément que c'est, qu'il se souvient de ces choses-là, de sa vie d'il y a très longtemps. Alors nous, on sait aujourd'hui combien de temps il est resté. J'aime bien, je dis ça aujourd'hui avec l'archéologie que nous avons fait, mais on sait bien. On a daté au carbone 14 les ossements de Gollum dans la montagne du destin. Mais on sait en tout cas le nombre d'années qu'il a passé en fait dans cette grotte, ou en tout cas en exil. On sait d'où il vient, on sait qu'il vient d'un village de Hobbit, spoiler, mais en fait on apprendra en effet, je sais pas quand est-ce qu'on l'apprend. Si c'est une info qu'on nous... dans le Seigneur des Anneaux. Oui. Parce que oui, évidemment, si vous avez vu les films, vous savez que... Prologue du troisième film. Prologue du troisième film qui nous apprend toute son origin story. Mais du coup, ici, on ne le sait pas encore, on est encore un peu dans le flou.
Et on a juste des pointes, Ouais. des petits indices comme ça qui dit voilà, il avait une grand-mère autour de la rivière, c'était son cadeau d'anniversaire, Ouais. etc. quoi. Ça, c'est potentiellement un passage qui n'a pas trop été modifié parce que j'y reviendrai par la suite. En fait, ce chapitre a été fort modifié, mais j'y reviendrai juste après. Et pourquoi il était fort modifié? Il a été fort modifié par rapport à la nature de l'anneau unique dans ce chapitre. C'est ça qui a été modifié. Mais ce que j'allais dire avant de revenir sur cet aspect-là, c'est que ça, c'est potentiellement une partie qui était déjà présente avant. Et effectivement, Tolkien ne détaille pas trop. Il nous donne des indices sur effectivement la vie passée de Gollum, comme dit FX, avec sa grand-mère, sur des contrées verdoyantes visiblement dans lesquelles il devait se trouver, mais on n'a aucune information sur le fait que ce serait un hobbit. Mais effectivement, on découvrira plus tard que Gollum était un hobbit qui vivait près d'une rivière. C'était cette branche de hobbit qui n'avait pas peur de l'eau et qui utilisait l'eau, justement, ce qui expliquerait peut-être aussi ses talents naturels de pêcheur. Et le fait qu'il est sur une barque, ça me fait trop rire quand c'est même. ça. etc. La petite quoi, parce barque. que c'est vrai que Il y a des choses qui demeurent. Hein. il est rappelé ici que Bilbo, par exemple, Bilbo pas l'eau. ne sait pas nager Mhm. carrément. Donc, Ouais, mais c'est ça. Et parce les parents de Frodon sont morts noyés dans une Oui, barque. parce qu'on se souvient qu'il y avait 3 peuples des hobbits. Donc il y avait les pieds velus, les forteaux et les peaux blêmes. Enfin, ça dépend de la traduction. Les pâles, les forts et les pieds velus. Donc en fait, Frodon fait partie d'une branche qui n'est pas celle de Gollum. Gollum, c'était un forteau. Et eux, ils avaient la particularité justement de vivre autour des rivières Mhm. et d'aimer la pêche. Là où Frodon, lui, non, c'était plutôt un problème, il me semble. Et donc oui, on peut rappeler que les pieds velus et les peaux blêmes, eux, n'aiment vraiment pas l'eau et Ouais. essayent absolument de ne pas s'en approcher. D'ailleurs, comme je viens de le dire, c'est mais Bilbo ne sait pas nager. Et je pense même qu'ils essayent d'éviter les embarcations. Oui, tout ils aiment court. vraiment pas ça. Donc tout ça, on avait vu notamment dans le Seigneur des Anneaux et dans toutes les informations que Tolkien a pu rajouter là-dessus. Et les Forteaux, eux, vivaient donc à l'est des montagnes de brume. Hein. Ouais, à la base, ouais. Et c'est ça qui a permis à Gollum et son ami de l'époque, Déagol, de tomber sur l'anneau, en fait, qui était tombé dans l'Anduin, au niveau des champs Osiris. Ouais. Et il avait fait son petit chemin pour arriver près de l'embarcation où se trouvaient Déagol et Sméagol à l'époque. Si vous avez besoin de rappels sur les origines de Sméagol. Mais donc, à la fin de l'épisode, Julien reviendra sur cette différence avec la version originale, du coup, qui, elle, est la version avant que le Hobbit fasse partie du lore du Seigneur des Anneaux global. Hein, ça, on le rappelle à chaque épisode, mais voilà. Une fois que le Seigneur des Anneaux est sorti, que Tolkien a créé toute cette histoire de l'anneau, qu'il a réuni les deux œuvres, il est revenu sur le Hobbit et il y a une seconde édition où cette scène a été particulièrement changée pour donner un autre sens à cet anneau, mais ça on en parlera plus profondément après. Et puis aussi on parlera d'autres choses parce que c'est une scène assez centrale en fait dans le parcours initiatique de Bilbo et même dans l'histoire du Seigneur des Anneaux. Le sifflement poursuit Bilbo dans les ténèbres. Il se retourne. Dans l'obscurité, 2 petites lampes vertes montent vers lui, les yeux de Gollum. Terrifié, Bilbo se met à courir. Il accélère encore, puis heurte une saillie au sol. Ses orteils cognent violemment et il s'étale de tout son long, tombant sur sa petite épée. Gollum est sur lui en un éclair. Mais il se passe quelque chose d'incompréhensible. Avant que Bilbo ait repris son souffle ou levé son arme, Gollum file droit devant lui sans même le remarquer, marmonnant des jurons sifflants. Bilbo reste un instant stupéfait. Gollum voit parfaitement dans le noir. Il peut distinguer l'éclat de ses yeux même lorsqu'il lui tourne le dos. Pourtant, il vient de passer tout près sans le voir. Bilbo se relève péniblement, son épée luit faiblement, il la rengaine et se met à suivre Gollum avec une extrême prudence. Rebrousser chemin vers le lac ne servirait à rien, mais si Gollum continue d'avancer, peut-être le mènera-t-il malgré lui vers une sortie. Devant lui, Gollum siffle et marmonne. Le maudisse, quand le maudisse, maudit Bossac, il est parti. Qu'est-ce qu'il a dans ses poches? Oh, on sait, on devine mon trésor. Bilbo tend l'oreille. Peu à peu, il comprend. Gollum parle de son anneau. Mon cadeau d'anniversaire, comment on l'a perdu, mon trésor? Oui, en passant par ici la dernière fois, quand on a étouffé ce sale petit couineur. C'est ça, parti, Gollum. Soudain,
Gollum s'effondre au sol et se met à pleurer d'un bruit sifflant et glougloutant. Bilbo se plaque contre la paroi et attend. Quand les sanglots cessent, Gollum recommence à parler. Comme s'il se disputait avec lui-même. Une voix soupçonne que le Bessac a trouvé l'objet. Une autre insiste, on ne sait pas encore, pas tant qu'on n'a pas tordu le cou à cette sale créature. Mais une chose devient claire, si le Bessac possède l'anneau, les gobelins pourraient s'en emparer, et alors quelqu'un pourrait le porter, devenir invisible et surprendre Gollum lui-même. La perspective le terrifie, alors Gollum décide d'aller vérifier la porte de derrière, la sortie vers l'extérieur. Il s'élance dans les galeries, Bilbo le suit toujours, l'esprit tourbillonnant. L'anneau qu'il a trouvé est donc magique, il rend invisible. Gollum l'a frôlé sans le savoir. Ils avancent longtemps dans les tunnels. Gollum compte les passages qui s'ouvrent à droite et à gauche, 1, 2, 3, tandis qu'il s'éloigne de plus en plus de son lac. À mesure qu'il avance, il devient nerveux et craintif. Enfin, il s'arrête devant une ouverture basse. Si c'est à gauche, c'est à droite, oui, c'est ici, le tunnel de la porte de derrière. Mais il hésite, il renifle. Il y a des gobelins là-bas, beaucoup de gobelins, on les sent. Alors il s'accroupit juste devant l'entrée et décide d'attendre. Sans le vouloir, Gollum a conduit Bilbo jusqu'à la sortie, mais il lui barre maintenant la route. Ses yeux brillent dans l'ombre. Il renifle l'air. Il ne peut pas voir Bilbo, mais ses autres sens sont aux aguets. Bilbo s'immobilise. Gollum est tendu comme un arc, prêt à bondir. Le hobbit n'a plus le choix. Une pensée terrible lui traverse alors l'esprit. Poignarder Gollum, lui crever les yeux, le tuer. Car Gollum veut le tuer lui aussi. Mais aussitôt une autre pensée surgit. Ils ne sont pas à armes égales. Bilbo est invisible, Gollum n'a pas d'épée et surtout, il est misérable, perdu, seul. Un éclair de pitié traverse le cœur du hobbit. Il imagine les jours interminables passés dans l'obscurité sans lumière ni espoir, seulement la pierre froide, le poisson cru, les murmures. Puis un courage soudain naît en lui. Bilbo saute. Ce n'est pas un grand saut, mais un saut désespéré. Il bondit par-dessus la tête de Gollum, 7 pieds en avant, 3 dans les airs. Il manque même de se fracasser le crâne contre la voûte basse du tunnel. Gollum se jette en arrière et tente de l'attraper, mais ses doigts se referment sur le vide. Bilbo retombe sur ses pieds robustes et s'élance dans le tunnel. Il court sans se retourner. Derrière lui montent des sifflements et des jurons. Puis soudain, un cri terrible, plein de haine et de désespoir. Gollum est vaincu. Il n'ose pas poursuivre plus loin. Il a perdu sa proie. Et aussi la seule chose qui lui importait au monde, son trésor. La voix résonne une dernière fois dans les tunnels. Voleur! Voleur! Bessac! On le hait à jamais! Puis le silence retombe. Bilbo continue d'avancer dans le tunnel bas et grossièrement creusé. Il se cogne encore les orteils contre des pierres. Aïe! Oui! Ah! C'est un peu bas pour des gobelins, pense-t-il. Mais il ignore que même les plus grands gobelins des montagnes savent courir très vite en se penchant presque jusqu'au sol. Le tunnel qui jusque-là descendait finit par remonter, d'abord doucement puis en pente raide, ce qui ralentit Bilbo. Après un tournant et une courte descente, il aperçoit enfin une faible lueur, non pas rouge comme celle d'un feu, mais pâle, presque blême, la lumière du dehors. Il se met aussitôt à courir et débouche soudain dans un espace ouvert. La clarté l'éblouit après tant d'heures dans l'obscurité. Un simple filet de soleil passe à travers un immense portail de pierre resté ouvert. Bilbo cligne des yeux et aperçoit alors les gobelins, des gardes armés qui surveillent la porte et le passage. Il le voit avant qu'il ne les voie lui-même. Oui, il le voit. Est-ce un simple hasard ou une dernière perfidie de l'anneau avant de se donner un nouveau maître? Car l'anneau n'est plus à son doigt. Les gobelins se jettent sur lui avec des cris de joie. Bilbo ressent alors un passement étrange, un sentiment de perte mêlé de crainte, comme un écho à la misère de Gollum. Puis il plonge les mains dans ses poches, l'anneau est là, il le remet à son doigt, et aussitôt les gobelins s'arrêtent net. Bilbo a de nouveau disparu. Les cris redoublent, les ordres fusent, et dans le tumulte, Bilbo se cache derrière un gros tonneau. Une seule pensée lui revient, atteindre la porte. Profitant du désordre, il se faufile entre les gobelins comme dans un terrible jeu de Colin Maillard et se précipite vers la sortie. Mais ses boutons se prennent dans le battant et il reste coincé. Un gobelin crie, il voit une ombre près de la porte. Pris de panique, Bilbo se débat, ses boutons sautent, son manteau se déchire et il se libère enfin.
Il jaillit dehors et dévale les marches vers la vallée. Les gobelins se lancent à sa poursuite, mais ils détestent la lumière du soleil. Invisible grâce à l'anneau et restant à l'ombre des arbres, Bilbo leur échappe. Les gobelins retournent finalement garder la porte. Bilbo s'est enfui. Bravo Bilbo. Bravo, cher Bilbo. Et bravo aussi Merci. pour ta compassion, ta merci et ta pitié. C'est clair. Et oui, voilà, évidemment, des choses qui sont là dans ce chapitre. Deux choses que je voudrais souligner qui sont extrêmement importantes et qui sont centrales dans ce chapitre. C'est effectivement, Julien vient de l'évoquer, c'est la première fois que Bilbo fait preuve de pitié. C'est la première fois qu'il a l'occasion d'en faire Oui. preuve en tout cas. Mais en fait, c'est un grand passage. C'est un grand passage et ça a à voir aussi avec les boutons qu'il perd. Là, je vais un peu pousser l'analyse par là. Mais effectivement, dans ce moment charnière du Hobbit, qui est en fait un moment charnière de tout le Seigneur des Anneaux, Bilbo se retrouve face à Gollum et décide en fait de l'histoire du monde. Et c'est ce que dira Gandalf dans le Seigneur des Anneaux. De la pitié de Bilbo, on peut dépendre le sort de beaucoup. Exactement. C'est ce moment-là, lorsqu'il a l'occasion de le tuer, et le désir même, où il fait le choix du bien, en lui laissant la vie sauf, eh bien, il participe et il déclenche en fait le sauvetage du monde de par la destruction de l'anneau que Gollum va précipiter. C'est un peu comme si à ce moment-là, il avait les deux choix possibles. Il y a ce qui est instigé, on va dire, par Ilúvatar avec fait preuve de pitié, et de l'autre côté, ce qui est plutôt l'œuvre finale de Melkor à travers l'anneau qui dit « crève-lui les yeux, tue-le et laisse-le là mourir ». Quoi. Et ce qui pourrait sembler être un choix logique, mais si Gollum était mort à cet endroit-là, il n'aurait pas pu aider Frodon et Sam, il n'aurait pas pu les amener jusqu'à la montagne du destin, et il n'aurait pas pu les trahir et donc précipiter la chute de l'anneau, et Frodon aurait été incapable de jeter l'anneau. Ouais. Et donc, même s'il était parvenu jusqu'à la montagne du destin, tout à fait. Et donc, c'est cet acte charnière qui sauve le monde. Et cette histoire de bouton dit-moi en plus, parce que maintenant que tu le dis, j'ai l'impression de voir où tu vas en venir, mais je n'y avais pas pensé, en tout cas en lisant le chapitre. Mais écoute, j'ai une analyse que j'ai trouvée sur le web et à laquelle je souscris. Sur l'interweb. À laquelle je souscris assez. Et en fait, c'est aussi quelque chose que dit Tolkien dans ses lettres, il me semble, où il parle, et d'autres auteurs. En fait, c'est un passage vraiment très discuté du Hobbit, parce que c'est un point charnière. C'est Bilbo passe en fait d'un personnage enfantin à un personnage moral. Déjà dans son rapport avec Gollum, mais surtout, ça je l'avais dit la semaine dernière lorsque on parlait de tout ce que vivait Bilbo, de la transformation que vivait Bilbo à travers le récit, où il part vraiment d'un personnage de conte pour enfants, il va devenir de plus en plus un héros au sens propre. Ici, c'est un peu incarné par les boutons qu'il perd. En fait, dans tout ce passage des grottes, il perd tout ce qu'il faisait de lui, le hobbit confortable et bourgeois. Il perd son cheval, il perd son sac, et il devient moral, et il perd en fait ses habits propres et beaux. Et ses habits deviennent déchirés et abîmés. Et les boutons d'or, les boutons qui marquent sa position de richesse aristocratique, quasiment, j'exagère en disant ça, mais très bourgeois dans la comté, et bien d'un coup, il devient un véritable aventurier. Et d'ailleurs, ce sera marqué dans l'épisode suivant, dans le chapitre suivant, où il va être d'un coup accepté par la troupe naine, qui vont voir en lui enfin un vrai héros. En tout cas, un vrai voleur, ouais. Donc il va passer de... Donc il perd quelque chose, une partie de lui dans cette grotte, qui sont symbolisés par les boutons qui tombent par terre et qui laissent derrière lui. J'en parle, je pense justement dans le... Est-ce que c'est dans les questions de cet épisode-ci, questions-réponses, ou dans l'épisode suivant? J'en parle justement... Pour moi, il y a, à partir de ce moment-là, à partir du chapitre 5, et surtout du moment où il est sorti de cette grotte, Bilbo, pour moi, n'est plus le même. Et c'est à partir de ce moment-là, c'est une chose que j'ai redécouvert à la relecture du Hobbit, à côté de laquelle j'étais passé dans ma première lecture quand j'étais plus jeune. En fait, à partir de ce moment-là, il va devenir un vrai aventurier, et il y a plein de moments où c'est lui qui va diriger le groupe, le leader, lui donner espoir, courage, être fort de proposition, d'inventivité, et que c'est très agréable de voir cette bascule qu'il va opérer après ce moment très pénible dans la grotte.
Mais oui, voilà, donc un moment charnière important. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, Julien, sur justement cette différence avec la première version? Ça nous intéresse tous. Ah bah pas mal de choses, hein. Enfin pas mal de choses, je peux vous dire quelque chose et on va pouvoir surtout se replonger dans cette version originale parce que on a déjà eu plusieurs fois l'occasion de l'évoquer par le passé, mais Tolkien, il a changé pas mal d'éléments dans son univers, voyant que tout se connectait, se rejoignait au fur et à mesure de son écriture, et parfois il l'a fait dans des lettres, parfois dans des annotations. Son fils Christopher d'ailleurs a parfois pu rattraper le tir assez brillamment en collectant et en réassemblant ses récits, mais il fut un temps où Tolkien a pu aller plus loin et carrément proposer une nouvelle version de son célèbre livre Le Hobbit. Alors pourquoi ? Eh bien parce que dans la première version du Hobbit, le lore, l'univers de la Terre du Milieu n'était pas encore autant développé, que l'anneau en possession de Gollum n'était qu'un simple anneau magique et pas l'anneau unique de pouvoir forgé par Sauron lui-même. Gollum était alors une créature étrange et rare, sorte de ghoul des profondeurs, bien moins complexe et développée qu'elle ne le deviendra par la suite. Et Tolkien voit bien qu'il y a là un moyen superbe de joindre ces deux histoires du Seigneur des Anneaux et du Hobbit, parce que le Seigneur des Anneaux a été écrit bien des années plus tard que le Hobbit, et du coup, il va remanier ce passage du Hobbit dans la nouvelle version que l'on connaît à présent, et c'est celle que nous vous avons partagée dans cet épisode. Mais on va prendre quelques minutes pour vous faire, en résumé, la version originale que nous vous présentons ici. Alors nous allons reprendre à l'instant où Bilbon vient de triompher au jeu des énigmes. Gollum va jusqu'à son île pour lui ramener un cadeau qu'il lui avait promis en cas de victoire, en plus de lui indiquer la sortie de la caverne. Donc déjà là, une différence notable, mais trêve de bavardage, plongeons tout de suite dans les ténèbres, dans la scène. Curieusement, Bilbon n'a aucune raison de s'inquiéter, car Gollum a appris depuis très longtemps à ne jamais tricher au jeu des devinettes, qui est sacré et remonte à des temps immémoriaux. Et puis, il y a l'épée. Bilbon reste simplement assis et murmure. Et le cadeau ? Devons-nous lui donner la chose, mon précieux? Oui, nous le devons. Nous devons aller la chercher, mon précieux, et lui donner le cadeau que nous lui avons promis. Gollum retourne donc à son bateau, et Bilbon croit qu'il n'entendra plus parler de lui. Mais ce n'est pas le cas. Le Hobbit envisage justement de remonter le passage, en ayant assez de Gollum et du bord sombre de l'eau, lorsqu'il l'entend gémir et couiner dans l'obscurité. Il est sur son île, dont Bilbon ignorait bien sûr l'existence, grattant ici et là, cherchant et fouillant en vain et vidant ses poches. Où est-il? Où est-il? Perdu? Perdu, mon précieux, perdu? Perdu? Oh, bénissez-nous et éclaboussez-nous! Nous n'avons pas le cadeau que nous avions promis, et nous ne l'avons même pas pour nous-mêmes! Bilbon se retourne et attend, se demandant ce qui pouvait bien causer un tel remue-ménage chez cette créature. Ça s'avère très heureux par la suite, car Gollum revient et se met à bredouiller, à murmurer et à croasser de manière effrénée. Et Bilbo finit par comprendre que Gollum avait un anneau merveilleux et magnifique, un anneau qu'il avait reçu en cadeau d'anniversaire il y a très longtemps, à une époque où de tels anneaux étaient moins rares. Parfois il le gardait dans sa poche, généralement il le conservait dans un petit trou dans la roche de son île, et parfois il le portait lorsqu'il avait très très faim, qu'il en avait assez du poisson et qu'il se faufilait dans les passages sombres à la recherche de gobelins égarés. Il pouvait alors s'aventurer dans des endroits où les torches étaient allumées et lui faisaient cligner des yeux et lui piquer les yeux car il était en sécurité. Oh oui, presque en sécurité, car si vous glissiez cette bague à votre doigt, vous deveniez invisible. Seul le soleil pouvait vous rendre visible, et encore, seulement par votre ombre, une ombre faible et tremblante. On ne sait pas combien de fois Gollum a demandé pardon à Bilbon. Il n'arrête pas de dire « Nous sommes désolés, nous ne voulions pas tricher. Nous voulions vous offrir notre seul et unique cadeau s'il remportait le concours. » Il propose même d'attraper un beau poisson bien gras pour Bilbon afin de le consoler. Bilbon frissonne à cette idée et refuse aussi poliment que possible. Il réfléchit intensément et l'idée lui vient que Gollum a dû laisser tomber cette bague à un moment donné, qu'il l'avait trouvée et qu'il avait cette bague dans sa poche. Mais il a la présence d'esprit de ne rien dire à Gollum, qui trouve garde, se dit-il, et comme il est dans une situation très délicate, il a raison. Quoi qu'il en soit, la bague lui appartient désormais. Peu importe, l'anneau serait à moi maintenant, même si tu l'avais trouvé. Tu l'as donc perdu de toute façon, et je te laisserai partir à une condition. Oui, quelle est-elle? Que veux-tu que nous fassions, mon précieux? Aide-moi à sortir d'ici. Gollum doit accepter s'il ne veut pas tricher. Il a toujours très envie de goûter l'étranger, mais il doit maintenant renoncer à cette idée. Il reste toutefois la petite épée, et l'étranger est bien éveillé et vigilant, pas du genre à se laisser surprendre comme Gollum aime que soient les choses qu'il attaque.
C'est ainsi que Bilbon apprend que le tunnel se termine au bord de l'eau et ne continue pas de l'autre côté, où la paroi de la montagne est sombre et solide. Il apprend également qu'il aurait dû emprunter l'un des passages latéraux à droite avant d'arriver au fond, mais il ne parvient pas à suivre les indications de Gollum pour le retrouver en remontant, et il oblige la misérable créature à venir lui montrer le chemin. Alors qu'ils remontent ensemble le tunnel, Gollum sautillant à ses côtés et Bilbon avançant très lentement, il pense qu'il va essayer l'anneau. Il le glisse à son doigt, Où est-il? Où est-il passé? dit aussitôt Gollum en scrutant les environs de ses longs yeux. Je suis là, je te suis. Dit Bilbon en retirant l'anneau, très content de l'avoir et de constater qu'il faisait vraiment ce que Gollum avait dit. Ils continuent leur chemin tandis que Gollum compte les passages à gauche et à droite. 1 à gauche, 1 à droite, 2 à droite, 3 à droite, 2 à gauche. Il commence à trembler et à avoir peur à mesure qu'il s'éloigne de l'eau, mais il s'arrête finalement devant une ouverture basse sur leur gauche. 6 à droite, 4 à gauche. Voici le passage. Il faut se faufiler et se glisser dessous. Nous n'osons pas y aller avec lui, mon précieux, non? Nous n'osons pas, Gollum. Bilbon se glisse donc sous l'arche et dit adieu à cette créature méchante et misérable, et il en est très heureux. Il ne se sent à l'aise qu'une fois certain qu'elle est partie, et il garde la tête hors du tunnel principal pour écouter jusqu'à ce que le bruit des pas de Gollum retournant à son bateau s'éteigne dans l'obscurité. Puis, il s'engage dans le nouveau passage. Donc voilà, ça c'était la version originale fou, hein. de la rencontre, de la fin de la rencontre ouais. entre Bilbon et Sméagol. On a, je pense, un peu volontairement grossi la sympathie de Gollum et le côté plus enfantin de cette fin de rencontre. Mais malgré cela, ce parti pris, on reconnaît Ouais. tout de même beaucoup moins de perfidie, de sournoiserie et beaucoup moins de noirceur en fait dans cette rencontre qui se finit de manière beaucoup plus légère et Ouais, agréable. Et je pense qu'il n'avait pas pris en compte le fait que l'anneau puisse pas être donné. Tu vois, mais c'était pas du tout l'anneau. Oui, c'est ça. Mais du Ouais. coup, Gollum est tout à fait en mode voilà, c'était un anneau, j'ai perdu mon anneau, j'ai perdu au jeu. Alors qu'en fait, si on prend en compte le fait que c'est l'anneau unique, impossible que Gollum le laisse partir comme ça. Donc, Il ne peut être donné volontairement en Ouais, plus c'est cet ça, anneau quoi. normalement. Ouais, c'est ça. Et c'est rigolo qu'ils disent. Tolkien dit cette créature méchante et misérable, alors qu'en fait, il a envie de remplir sa parole et de lui donner vraiment l'anneau. Donc en fait, il est fidèle à sa parole dans cette version. C'est particulier. Bien que tenter de dévorer Bilbon malgré tout. Mais donc, il y a des gens qui ont lu ça et c'était ça le Hobbit, quoi. Ça, c'était la version de Ouais. base, effectivement, avant le Seigneur des Rigolo, Anneaux. hein. Et donc il y a plein de choses intéressantes à noter dedans, à relever. L'attitude de Gollum, du coup, c'est ce qu'on vous détaille. La pitié de Bilbon, qui du coup n'est pas éprouvée dans cette version-ci. L'issue de la scène qui est fatalement différente. Et évidemment, la nature de l'anneau magique, qui ici est un anneau Juste quelconque, un anneau, un anneau de basse extraction qui permet de rendre invisible, certes, mais qui est un quelconque anneau magique. Ok, eh bien, si nous passions à la partie questions pour finir cet épisode, Julien. Allons-y tout de suite. On va commencer avec une question à laquelle tu vas pouvoir répondre, Cyril, assez simplement, vu que c'est toi qui t'occupes de cette partie-là de la fabrication des épisodes. C'est une question de Al Pacino, l'original. Je suis impressionné de répondre à Al Pacino. Al Pacino est un grand fan des pages du milieu. Ce Al Pacino nous demandait comment choisissez-vous les musiques dans les épisodes, celles avec les gobelins du dernier épisode, par exemple. Ah alors ça, la plupart des musiques que j'utilise sont des musiques que je trouve sur des banques de musique libre de droit. Ce qu'on n'avait pas fait lors du Seigneur des Anneaux, hein. J'avais foutu les musiques originales, mais ce qui fait qu'on peut pas monétiser ces épisodes, en tout cas sur YouTube. Ouais. Donc là, on est parti sur des musiques libres de droit depuis le Silmarillion, et ça... Tu les trouves sur quelle plateforme ça, j'utilise Artlist, qui est Artlist. une plateforme. Voilà, on paye un petit abonnement par mois et puis on a accès à plein de musique. Après, voilà, je choisis ce qui me semble coller à la situation. Il y a des musiques comme celle des elfes ou même les hobbits, le coup des tambours, etc., que j'ai faites à moitié moi-même, à moitié aidé de technologie nouvelle. Mais en gros, je crée des mélodies et puis après, je me fais aider un peu par. C'est quoi les technologies Ah, nouvelles, dis-le. Par de l'IA un petit peu. Voilà, tout à c'est fait, ça. ouais. Mais en gros, ce que je fais, c'est que je crée des mélodies, c'est mes voix, et puis ensuite je crée des arrangements. Ça, rien à faire, c'est pratique pour ce genre de choses, ça va assez vite. Mais en gros, voilà. Donc voilà, c'est comme ça que ça vient. Voilà pour répondre à Al Pacino. Deuxième question, qui est un mélange de questions, nous allons tous les trois pouvoir répondre. Question de P français avec Naïk et Or 72. Quel est votre moment préféré de cette histoire? L'avez-vous découvert, cette histoire, le Hobbit, avant ou après le Seigneur des Anneaux? Et votre opinion de Bilbon change à la fin de l'histoire? Y découvrez-vous un héros?
Je pense pouvoir dire qu'on a tous découvert le Hobbit après Le Seigneur des Anneaux. Ah ouais. On avait tous découvert d'abord les films de Peter Jackson, puis on a après lu les livres, et ensuite, moi j'ai découvert en fait le livre du Hobbit par rapport à la sortie des films. C'est même à ce moment-là que je l'ai lu. J'ai lu, je pense, après avoir vu le premier film, je me suis dit que j'allais découvrir toute l'histoire pour voir si c'était aussi moyen que dans les films, ou si c'était mieux, et j'étais pas spécialement rassuré. Mais maintenant, l'appréciation a changé. Et pour revenir sur le moment préféré, en ce qui me concerne, même si la rencontre avec Sméagol est un très bon moment, je dirais que mon moment préféré, c'est plutôt la rencontre avec Smaug, parce que c'est tendu, il y a du danger, une sorte d'autre joute verbale entre un semi-homme quelconque de la comté et une création de Morgoth quand même, ou un rejeton d'une création de Morgoth, avec en plus l'utilisation de l'anneau unique dans le hall des nains. C'est un moment quand même assez dingue, hein, quand on y pense. On a une une créature gigantesque ancestrale. L'utilisation de l'anneau unique, c'est un moment un peu... c'est presque du multivers avant l'heure. Et puis, c'est un moment aussi, il faut le dire, Bilbon, il porte ses couilles. Hein. Il est tout seul face à un dragon qui a décimé bon nombre de nains et d'hommes, que personne n'ose aller déloger. Et il le fait en faisant preuve d'esprit, de courage. Il se laisse un peu emporter, certes, lorsqu'il s'exprime et qu'il parle au dragon avec des énigmes aussi. Il fait des petits détours pour ne pas révéler son identité. Mais il est bien conscient des enjeux, et c'est un peu la rencontre qu'on nous vend depuis le premier chapitre, ce qui est très satisfaisant quand cela arrive. Et comme déjà dit un peu plus tôt dans cet épisode, mon opinion sur Bilbon change au fur et à mesure de l'aventure, et cela commence à partir du moment où il récupère l'anneau dans ce chapitre-ci, après sa rencontre avec Gollum, où on aura plein de moments, il va prendre le lead quand Gandalf ne sera plus là notamment, il va réfléchir, ne jamais désespérer, être fort de proposition, et il va se révéler d'un courage et des aptitudes qu'il ignorait lui-même et qui vont sauver sa compagnie plus d'une fois. En effet, moi je pense qu'on va parler de passage préféré aussi, je dirais comme toi, parce que déjà, oui, le passage avec Smaug est vraiment chouette dans les livres, mais en plus dans les films, il reste extrêmement réussi. Le dragon, son interprétation par Benedict Cumberbatch, et toute cette partie-là du film, tout cet aspect-là du film est quand même super réussi, malgré les défauts que le film peut avoir. Donc film, livre, tout ça réuni, je pense aussi que je dirais ça. Et même d'ailleurs Bilbo, hein, qu'on se le dise, dans les films est assez... c'est un très bon casting et c'est très bien joué. C'est un très bon casting, une très belle interprétation, et ça va très bien avec le personnage qui en effet évolue énormément et en fait devient un peu la pierre angulaire de force de ce groupe, alors que beaucoup sont plus vite dans le désespoir, quoi. Donc, Dans le livre, en tout cas, c'est vrai que les nains sombrent plus vite dans le désespoir, dans l'apathie, sauf Thorin, évidemment, qui est le maître de cette expédition, mais les autres abandonnent plus vite et baissent plus vite les bras. Heureusement que Bilbon est là, justement, et ils vont de plus en plus, au cours des chapitres suivants, se reposer sur Bilbon, sur ses idées, à tel point que Bilbon, par moment, il va se dire « Mais allez, les gars, c'est votre expédition de base, moi je suis juste 1/14e de votre équipe. C'est un peu à vous de faire le taf, mais ok, je vais le faire. » Et il sent beaucoup plus de pression reposée sur ses épaules par la suite. Et je crois qu'il y a quand même un côté un peu cartoonesque dans les nains, pas seulement dans les films, mais dans les livres aussi. Il y a clairement une notion pour l'écriture de ces personnages qui est pour un livre d'enfant, où ils peuvent parfois être un peu en mode « Oh, moi je veux pas faire ça, Bilbon, tu dois y aller !» C'est un peu grossi le trait. Je pense que t'aurais eu ces personnages-là écrits pour une histoire un peu plus à la Seigneur des Anneaux, il y aurait peut-être moins ce truc-là et plus de... Après, je confonds peut-être aussi un peu l'image que j'en ai des films, donc il faut voir aussi comment ils sont dans les films et comment ils sont dans les livres. Mais c'est vrai que je me souviens que dans les films, il y a un peu un moment où c'est Bilbo qui fait tout, et les nains, alors que les nains sont censés être assez débrouillards et compagnie, sont un peu... Mais voilà, il y a clairement cette notion de livre d'enfant, livre pour enfants, comme on le dit à chaque épisode, et ça revient tout le temps, hein, ça c'est clair. Donc c'est sûr que ça a pas l'écriture d'un film de livre pour adultes qu'on aurait eu pour Le Seigneur des Anneaux, etc., où là t'as des Boromir, des Aragorn, etc., qui sont écrits différemment, et même dans l'adversité, ils ont soit beaucoup de grandeur, soit au contraire beaucoup de désespoir, mais toujours dans une certaine un côté très magique, sain, ou quoi que ce soit, quoi. Même Boromir dans sa perdition, il y a quelque chose
C'est des personnages qui sont plus grandioses. ambigus et moins unidimensionnels. C'est ça, en tout c'est cas, ça. ouais. Alors qu'ici, ils sont plus vite en mode ah là là, on tombe dans un trou, ah oui, tu vois, c'est pas du tout la même façon d'aborder les personnages. On quoi. sera servi avec le passage sur les 13 tonneaux, en tout cas. Ah oui. Et toi, Cyril, un passage particulier Oh, que tu préfères dans cette histoire? Je sais pas si je dis ça parce qu'on vient de le faire, mais j'aime beaucoup évidemment les Lignes dans le noir. C'est quand même une rencontre, un 1v1 assez La battle d'esprit. légendaire. Ouais, c'est ça. Non, j'aime beaucoup ce passage. Et puis, comme je disais, c'est un moment charnière et un moment un peu particulier dans le parcours du héros, la moralité, etc. Et puis, je trouve qu'elle intègre beaucoup de ce qui fait le centre de l'œuvre de Tolkien, c'est-à-dire c'est le passage, c'est le choix entre le bien et le mal, la responsabilité morale, la providence aussi, puisque en fait on a, c'est le destin en fait qui fait tomber. Et l'intervention d'Ilúvatar pour faire tomber cet anneau à cet endroit-là. Exactement. Voilà, c'est vraiment c'est la providence. Il y a un peu tous les thèmes de Tolkien presque qui sont encapsulés dans ce petit chapitre dans un conte pour enfants. Donc c'est pour ça que j'aime bien. Voilà. Et pour rester sur les hobbits, on va passer à la question suivante de Maxime Laurien qui nous demande si les hobbits sont le peuple anglais, les hobbits jouent-ils au rugby? Alors moi, On sait qu'ils jouent au golf. Voilà, c'est ça. Je vais y venir. Je suppose que Maxime Laurien voulait faire un peu d'humour avec cette question. Mais en fait, c'est une question assez intéressante à laquelle on va pouvoir répondre rapidement, mais plus intéressante qu'il pourrait y paraître, parce que c'est bien possible que les hobbits puissent jouer au rugby, mais en fait, de ce qu'on sait sur les hobbits, pas tant que ça, parce que les sports de contact ne font pas partie de leurs activités de prédilection. Semi-hommes, ils aiment les plaisirs simples, sans danger, ne demandant pas trop d'efforts, mais reposant par contre sur l'adresse. Bon, ça correspond pas trop au rugby, ça pour le coup. Par exemple, eux, ce qu'ils affectionnent, ce sont même les fléchettes, le tir à l'arc, le jet de pierre, l'utilisation de fronde, ou encore faire des ricochets. Alors on pourrait imaginer qu'ils seraient friands de jeux de lancer tels que la pétanque, le quoits ou le jeu de palais. Ça, c'est un jeu où l'on doit envoyer des anneaux, des petits cerceaux sur un palais vertical. Mais le jeu qui a certainement fait fureur chez les hobbits et dont on leur doit peut-être même l'invention, d'après Gandalf, c'est bien évidemment le jeu du golf. Rappelez-vous, dans le tout premier chapitre du Hobbit, le magicien nous disait que Bandoras Took chargea les rangs de gobelins du mont Gram lors de la bataille des Champs Verts et décapita leur roi Golfimboul d'un bon coup de massue. La tête du roi gobelin vola à 300 pieds dans les airs et finit dans un terrier de lapin. Ainsi, la victoire fut acquise aux hobbits et le jeu de golf fut inventé au même moment. Mais bon, peut-être s'agit-il d'une légende. En tout cas, pour les autres sports mentionnés ainsi que les prédispositions des hobbits, je vous invite à relire le prologue du Seigneur des Anneaux qui prend le temps de développer les caractéristiques de ce peuple et de parler de leurs activités favorites. Ouais, voilà, effectivement, moi j'imagine bien Bilbo faire un petit 18 trous. Ou un petit peu de croquet dans son jardin. Et juste pour finir rapidement, parce qu'on a reçu un petit message qui demandait des petites questions assez simples de Clarisse, une auditrice fidèle, et je lui ai dit par message qu'on prendrait le temps simplement d'en parler 2 secondes ici. Elle nous demandait, elle nous souhaitait un très beau moment. C'était un très beau moment. Mais surtout la meilleure partie de l'année, la meilleure saison pour nous, la saison du bélier. Et alors que nous sommes... Il y a beaucoup de béliers dans notre équipe. Bon, il y en a 2 sur 3, quoi. Ouais, c'est déjà une majeure partie. Et elle nous demandait, elle trouvait que Dumbledore ressemblait énormément à Gandalf, du Hobbit, précisément. Elle nous demandait si c'était... Enfin, pour elle, c'est pas une coïncidence, elle voulait notre avis là-dessus. Alors... Attends, il n'y a pas une histoire comme quoi Ron, en fait, il est revenu dans le passé, il est devenu Sam. Gandalf et il est devenu... C'est pas Sam. Ah non, c'est non, c'est Ron a utilisé le retourneur de temps, est devenu Gandalf parce qu'il a été trop tôt dans le temps, et puis il a réussi à vivre assez longtemps pour devenir Dumbledore. Je crois que c'était ça la théorie. Voilà. Non, mais du coup, oui, ça ressemble. Mais évidemment qu'une des inspirations de Rowling dans Dumbledore, il y a du Gandalf clairement dedans, un peu. C'est le mentor magicien et rassurant. un peu taquin, un peu rigolo, surtout dans le Hobbit. Donc oui, probablement. Après, j'avoue, je ne tire pas plus l'analyse que ça là-dessus. Elle nous demandait aussi qui faisait la voix d'elfe dans l'épisode 3, Imladris. C'était FX. elle pensait à FX, mais elle n'était pas sûre. C'était bien FX avec un petit pitch sur la voix. Oui, c'était moi. Et puis, elle nous demandait une dernière question. Qu'est-ce qui nous a donné l'inspiration de faire les elfes en petite peste du lycée ? Mais en fait... C'est un peu écrit comme ça. C'est un peu écrit comme ça, ouais. Et puis ça nous est venu sur le moment par rapport à ce qu'on avait comme texte. On s'est dit, c'est vrai qu'ils ont ce côté très taquin,
un peu mesquins, envoyaient des piques à se moquer des gobelins relativement gentiment, mais ils avaient un côté un peu bully du lycée comme ça. Complètement. Et En c'est tout clair cas, qu'on a dans ce poussé le trait, passage quoi. où c'est quand ils se croisent, c'est ça, avant Imladris et qui Ouais, les amène. À l'entrée Et d'Imladris, c'est ça. même Imladris, il commence à vanner les nains sur leur barbe, etc. Ouais, en c'est disant ça. qu'il faut pas... Attention de pas trébucher dessus et tout. Enfin, c'est vraiment... c'est du bully de bas niveau. C'est vraiment il y a un peu de ça, oui. Ouais. Et donc, il se faisait même rabrouer par Gandalf, je vous rappelle. Mhm. Et donc, voilà, c'était... On avait envie de pousser le trait, de s'amuser, mais c'est effectivement quelque chose qui ressortait un peu de ces elfes-là à ce moment-là. Voilà qui clôture les questions. Oui, qui clôture la question et qui amène à la fin de cet épisode, qui a été un épisode un peu plus conséquent que les précédents. Merci de l'avoir passé en notre compagnie. En tout cas, nous nous retrouverons dans le prochain épisode pour la suite de nos aventures. Alors d'ici là, je vous invite encore à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram et YouTube. Vous pouvez vous abonner si vous ne voulez rien rater des prochaines sorties, nous écrire un commentaire si l'épisode vous a plu, nous laisser une note sur votre plateforme d'écoute. Et pour ceux qui souhaiteraient soutenir l'émission, nous avons notre page Tipeee sur laquelle vous pouvez laisser un don. Un tout grand merci d'ailleurs à nos généreux tipeurs, récurrents et ponctuels. Grâce à vous, nous produisons toujours ce podcast depuis plus de 3 ans et nous continuons de le faire dans les meilleures conditions. Mille merci à vous. Ouais. On se retrouve au prochain épisode. Prenez soin de vous et à bientôt. À bientôt. Au revoir, chers auditeurs.